Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour la première vidéo sur la résistance des matériaux. Donc on va commencer par la première partie, la partie 1, pas forcément la plus intéressante, mais bon, il faut quand même le faire. Donc j'y suis passé allègrement le jour où on a commencé la résistance des matériaux, donc on va essayer d'y aller un peu plus en profondeur et de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on appelle les hypothèses et les modèles de calcul sur la résistance des matériaux. Alors c'est la partie A là, que vous avez sur la première diapo, là, vous le voyez. Hypothèse et modèle de calcul, c'est ce qu'on va faire dans cette partie 1 et ensuite on fera l'expérimentation et la théorie sur la partie 2. Donc déjà on va commencer par le modèle poutre, donc je vous en ai déjà parlé, un modèle poutre c'est un modèle plutôt allongé, donc c'est un volume plutôt allongé avec une fibre moyenne que vous voyez au centre là, qu'on va orienter suivant l'axe X et on verra un petit peu ce que ça peut donner en orientant cette poutre suivant l'axe X et en ayant Y et Z comme plan intermédiaire qu'on appellera nous par la suite section droite qui est plane et perpendiculaire à la fibre moyenne comme c'est indiqué sur le slide. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur cette fameuse poutre, on en a parlé relativement longtemps déjà en cours. Donc ensuite on va parler de fibre moyenne. La fibre moyenne, vous avez senti que c'était en fait l'axe de la poutre. Ce fameux axe qu'on appelle X, généralement, il doit être plutôt rectiligne. Donc, ce qui est le cas des exemples qui sont montrés dans la première partie. Et ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un rayon de courbure trop petit, comme c'est le cas du crochet que vous avez sur la partie droite, où là, on ne pourra pas considérer le crochet comme une poutre. Parce que c'est trop courbé. Ensuite, il ne faut pas que la section droite non plus ait de variation brusque de section. C'est le cas par exemple de profilés en IPN ou de profilés type aluminium, où là effectivement on n'aura pas de changement de section brusque. Par contre sur le cas à droite, vous voyez, ça a été barré. Je ne peux pas considérer ça comme une poutre. Pourquoi? Parce qu'il va se passer des choses lorsque je vais changer de section brusquement. Voilà. Donc on va utiliser cette notion de poutre pour faire les exercices de niveau 1 au niveau de résistance des matériaux. Donc là, je vous ai mis deux modèles de pièces mécaniques que vous connaissez certainement. Donc la première partie, c'est une espèce de serre-joint, la pièce bleue là. Le numéro 2, c'est un pédalier de vélo. Donc on peut se demander si on peut traiter ces cas particuliers comme modèle poutre. Et vous voyez qu'il y a une partie effectivement de la pièce qui peut être traitée comme une poutre. C'est la partie qui n'est pas floutée. Cette partie-là, effectivement, peut être traitée comme un modèle poutre, pas le reste. Donc en fait, si vous ne pouvez pas classer votre pièce mécanique dans le modèle poutre, il va falloir le classer dans un autre modèle de calcul. C'est ce que je vous avais expliqué en classe. Donc en fait, on va trouver plusieurs autres modèles de calcul. Le premier, c'est le niveau 2, on va dire, qui est un modèle 2D, ce qu'on appelle la théorie des plaques. Exemple, une pièce relativement plane. J'avais pris l'exemple d'une table l'autre jour qui me permet en fait de traiter ça par un modèle plaque. Ensuite, vous avez un modèle qu'on va appeler un modèle 3D, donc ce qu'on appelle la théorie des coques, qui est en fait un modèle plaque amélioré. Hein. En fait, on a une espèce d'enveloppe hein, qui nous permet de pouvoir calculer ça en théorie des coques. Le plus simple en fait est toujours de faire du modèle 1D, c'est-à-dire la théorie des poutres, comme je vous l'avais expliqué en cours. Enfin, si vous n'arrivez pas à classifier dans les premiers modèles qu'on a trouvés, c'est-à-dire si c'est pas une poutre, si c'est pas une coque, si c'est pas une plaque, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de passer par un système qu'on appelle les éléments finis, c'est-à-dire c'est du vrai 3D. On part en fait du modèle 3D réalisé par exemple sur SolidWorks et on va le découper en maillage, ce qu'on appelle un maillage, c'est ce que vous avez sur la figure en bas à gauche, là vous voyez comment c'est fait, c'est maillé par des petits éléments de surface. Donc elle est toute découpée, là, le volume est découpé en petites surfaces. Et en fait, je vais travailler en fait sur un modèle découpé comme ça. Donc là, j'ai pas trop le choix. La seule possibilité pour faire ce genre de modélisation, c'est l'outil informatique.
Donc on s'y attellera dès que vous revenez en classe, on s'y attellera et on regardera un petit peu comment ça peut fonctionner à partir d'un modèle 3D issu de SolidWorks et faire un maillage de la pièce et réaliser en fait la structure en éléments finis. Ensuite, on va aborder quelque chose d'assez important. C'est toujours au niveau de la modélisation de votre système. En fait, une fois que vous avez déterminé si vous étiez plutôt dans un modèle poutre, dans un modèle 3D, ou si vous êtes un modèle coque ou un modèle plaque, en fait, il va falloir regarder comment est reliée cette pièce mécanique avec l'extérieur, ce qu'on appelle de la modélisation des actions mécaniques un peu extérieures. Hein. Donc là, on va le scinder en fait en 3 parties. Hein. On ne va pas se compliquer la vie sur la partie résistance des matériaux en allant affiner ce qui se passe réellement sur les pièces. On va se prendre en fait 3 particularités. La première, c'est un appui simple que vous appelez généralement une liaison ponctuelle. On l'a vu X fois dans des modèles de PFS. Donc liaison ponctuelle, c'est 5 degrés de liberté. Vous en rappelez, il y a le seul qui n'est pas possible, c'est la translation ici verticale par rapport à l'appui que vous avez par exemple sur la poutre que vous avez dessinée sur la première figure. Ensuite, la deuxième liaison qu'on peut utiliser, c'est l'articulation. Donc c'est grosso modo une liaison pivot, hein, comme on a vu sur le PFS. Donc ici c'est une liaison pivot dans le plan XY. Je vous rappelle que l'axe de la poutre est toujours défini par l'axe X. Donc ici on peut prendre par exemple de l'axe XY et je vais me retrouver donc avec une liaison pivot d'axe Z. Et la troisième liaison qu'on peut utiliser, c'est la liaison encastrement. Alors cela vous la connaissez bien, hein, celle qu'on appelle la liaison complète, où je me retrouve avec les 6 degrés de liberté supprimés. Donc ici dans le cas d'une poutre, en fait je vais encastrer ma poutre suivant le point qui sera le centre de la liaison encastrement. Donc voilà, les 3 modèles que je vais utiliser pour faire des liaisons sur ma poutre sont l'appui simple, l'articulation et l'encastrement. Donc c'est ce qu'on va vous demander de modéliser par exemple dans beaucoup d'exercices de résistance des matériaux. Donc cette modélisation, c'est vous qui le faites, hein. C'est pas à moi de le faire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire si vous vous trompez sur la partie modélisation, tous les résultats que vous allez trouver seront erronés et ne serviront pas à grand chose. Donc il faut faire très attention quand vous faites votre modélisation, essayez de respecter au maximum le réel et de faire éventuellement des essais et voir si votre modèle correspond à ce que vous avez décidé, quoi. Donc là je vous ai pris par exemple un modèle de poutre. Alors soit si je mets 2 appuis simples sur la poutre, là vous avez le premier exemple qui est une poutre avec 2 appuis simples, donc un madrier sur 2 supports. Et ensuite je vous ai repris un modèle différent, c'est-à-dire j'ai repris une poutre, mais à la place de les mettre sur 2 appuis simples, je les ai mis en encastrement. Et vous allez voir que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Donc si vous avez fait un choix de mettre des encastrements alors que c'était des appuis simples ou vice versa, vous allez voir que vos résultats seront complètement erronés et complètement faux. Donc faites attention à ce que vous faites et regardez bien quelle est la modélisation que vous prenez et ne pas faire n'importe quoi. Donc une fois qu'on a défini le modèle de poutre que vous vouliez prendre, est-ce que vous voulez prendre une poutre, une coque ou autre système, une fois que vous avez défini vos appuis sur cette partie-là, il va falloir regarder si le matériau qui compose votre système réel est compatible avec ce qu'on va faire en résistance des matériaux. Alors je sais, c'est fastidieux de regarder tout ça, hein, les hypothèses de la résistance des matériaux, c'est long à faire, c'est fastidieux, mais c'est nécessaire si on ne veut pas faire n'importe quoi lors des calculs. Donc ici, on va regarder au niveau du matériau si l'hypothèse de continuité macroscopique de la matière est vraie, si l'homogénéité et isotropie de la matière est vraie. Si tout ça est OK, je peux passer à la suite et effectivement je pourrais traiter mon système avec la résistance des matériaux classique comme on va le voir par la suite. Si ma matière n'est pas continue ou si ma matière n'est pas isotrope, je ne peux pas traiter ça avec les outils de la résistance des matériaux tels qu'on va le voir par la suite.
Donc les définitions de continuité, d'isotropie, d'homogénéité de matière, j'en ai déjà parlé, vous connaissez. Je sais que Moreau a des connaissances wikipédiesques, donc c'est facile à les trouver sur Wikipédia. Donc je vous laisse chercher. Ensuite, il faut faire des hypothèses sur les déformations qu'on va attendre ou qu'on attend. Il faut que les déformations soient faibles, donc la déformation n'influence pas le chargement. Et il faut que je reste dans le domaine élastique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le domaine élastique, c'est-à-dire quand vous déformez le matériau, il doit revenir à sa position initiale lorsque vous lâchez le chargement. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans de la déformation qu'on appelle plastique, dans lequel cas la pièce ne reviendra pas à sa position initiale lorsqu'elle a été déformée. Ça arrive des fois, mais là vous avez dépassé en fait là, ce qu'on appelle la limite élastique, et donc on ne rentre plus dans le domaine de la résistance des matériaux. D'accord ? De plus, il faut que les sections droites restent droites. Donc c'est ce qui est marqué là, c'est l'hypothèse de Navier-Bernoulli. Les sections droites planes et perpendiculaires à la fibre moyenne avant déformation, le reste après déformation. Ça veut dire que lorsque vous faites quand vous regardez une section droite de votre poutre, il faut qu'avant et après déformation, elle reste perpendiculaire à la ligne moyenne et elle doit rester plane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation suivant X, c'est-à-dire que la déformation doit rester dans le plan Y, Z. Donc une fois que vous avez fini toutes ces hypothèses, que vous avez bien vérifié tout ça, il faut passer aux hypothèses sur le chargement. Le chargement, c'est en gros les actions mécaniques extérieures que vous allez mettre sur votre poutre. Il faut que celle-ci soit progressive et sans choc. Fortement négligée. Donc on va se trouver avec deux cas de figure. Soit c'est des charges ponctuelles, c'est-à-dire qui s'appliquent en un point. Soit c'est des charges réparties, donc qui vont s'appliquer sur, si je suis dans un modèle poutre, c'est-à-dire une dimension, qui seront sur une longueur. D'accord ? Donc ce qu'on appelle une charge répartie sur une ligne. Si je suis en 2D, j'aurai une charge répartie qui sera sur une surface, donc une charge répartie surfacique. Donc il faut que je modélise en fait à chaque fois ma charge en fonction de ces deux données, soit une charge ponctuelle, soit une charge répartie. Donc dans ce cas-là, le chargement sera représenté par un torseur, donc un torseur d'une action mécanique extérieure que vous savez faire sans problématique. Dans le cas d'une charge répartie, il va falloir regarder sur quelle ligne il va être réparti et de savoir quelle est sa répartition. Donc c'est un peu plus compliqué, on le verra sur des exercices différents. Ensuite, on a d'autres modes de chargement qui peuvent être un déplacement imposé, c'est-à-dire que je dis qu'à un endroit de la poutre, je vais avoir un déplacement de 3 ou 4 mm. Donc je vais imposer en fait un déplacement d'une section droite. Et ça, je peux aussi le faire avec des logiciels de résistance des matériaux. J'ai une autre possibilité, c'est aussi faire ce qu'on appelle une action mécanique due à de la source de chaleur, c'est-à-dire en disant qu'à un certain point, je vais avoir une variation de température, donc en imposant un delta de température sur la poutre. Ça, c'est faisable aussi. Et enfin, il va falloir qu'on regarde aussi les hypothèses sur le chargement. On ne peut pas faire n'importe quoi au niveau du chargement, enfin, c'est plutôt l'inverse, on ne peut pas prendre n'importe quoi comme calcul au niveau des zones de chargement. C'est ce qu'on appelle, nous, l'hypothèse Barré de Saint-Venant, c'est-à-dire qui dit que les lois de la résistance des matériaux ne sont applicables que loin des zones d'application des charges, c'est-à-dire que dès que je vais avoir une charge ponctuelle ou autre, je ne pourrai pas considérer qu'au niveau du chargement lui-même, ce que j'ai trouvé au niveau de la résistance des matériaux est applicable. Donc on fera des exemples où vous verrez que lorsque on applique un effort ponctuel à un endroit donné, il se passe des choses qui ne sont pas prises en compte dans la résistance des matériaux. En fait, vous en avez déjà vu des exemples, c'est ce que j'ai appelé du matrissage par exemple. Donc ça fait partie des hypothèses qu'il va falloir que je vérifie et je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi lorsque je vais interpréter les résultats. Donc voilà, donc je vais finir par, une fois qu'on a fait toutes ces hypothèses
et qu'on a vérifié en fait qu'on était bien dans le domaine de la résistance des matériaux, ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors c'est vrai que généralement, nous en BTS, on va vous donner des exercices, on les aura fait avant vous, les hypothèses. Donc vous pouvez y aller allègrement dessus en passant à pieds joints en disant si le prof me donne l'exercice, c'est qu'il a dû vérifier que la résistance des matériaux ça fonctionnait. C'est pas faux, mais vous pouvez quand même vérifier qu'on est bien dans un modèle poutre, que le matériau il est bien homogène, isotrope, continu, etc., etc., que les chargements sont adéquats et qu'on peut appliquer les hypothèses qu'on vient de voir aujourd'hui. La conséquence, c'est la figure que je vous ai mis sous les yeux là, c'est que on peut lui faire dire ce qu'on veut en fait au logiciel de résistance des matériaux. Si j'ai pas fait les bonnes hypothèses, si j'ai pas mis les bons chargements, je peux lui faire sortir n'importe quoi comme résultat. C'est pour ça que voir simplement un résultat sous les yeux avec un maillage effectué et puis des zones rouges, vertes, bleues en disant c'est la zone rouge qui va casser, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut absolument regarder comment est fait le matériau, en quoi est fait le matériau, comment sont faits les chargements, comment on a rentré les chargements sur le logiciel, etc., etc. Donc ça demande un travail minutieux, compliqué, et c'est un vrai travail que font des ingénieurs calcul qui nous permettent en fait de savoir si le modèle il est cohérent ou si le modèle n'est pas cohérent et si les résultats seront cohérents ou si les résultats seront complètement bidons. Donc ensuite vous allez voir qu'il y a différentes possibilités de faire des calculs sur un maillage donné avec des critères qu'on appelle des critères de Tresca ou des critères de von Mises. Alors certains connaissent les STI2D, ils en ont entendu parler. C'est ce que j'appelle moi les critères équivalents. Hein. Donc c'est ce qu'on a marqué en bas là, de la slide, sigma équivalent, qui va nous donner en fait une équivalence de contraintes donnée par le logiciel. Mais là, pareil, il va falloir lui définir quel est le modèle que j'ai pris. Est-ce que j'ai pris le modèle de Tresca? Est-ce que j'ai pris le modèle de von Mises? Ou est-ce que j'ai pris un autre modèle? Et ça, effectivement, c'est aussi un travail des ingénieurs calcul qui vont choisir le modèle adéquat en fonction de la forme de la pièce, en fonction du matériau, en fonction de plein de critères. Donc vous voyez, la résistance des matériaux, c'est quelque chose de pas simple du tout, hein, dans lequel il faut avoir énormément de connaissances, appliquer des vraies hypothèses, de voir si mon modèle réel il peut répondre à toutes ces hypothèses-là, et ensuite d'être très fin au niveau de l'analyse. Donc c'est tout sauf quelque chose de simple. C'est pour ça que nous on l'aborde de façon relativement ludique. Mais ce qu'on fait, c'est pas forcément de la vraie résistance des matériaux. Il faut être cohérent, il faut être clair avec vous. On essaye de s'approcher le plus possible du modèle réel, en sachant qu'on a de fortes chances de faire de très grosses erreurs et de dire un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'était le premier cours d'introduction. Merci de m'avoir écouté. Ensuite, je vous ferai un deuxième cours qui va correspondre en fait à ce qu'on appelle le torseur de cohésion pour savoir quelles sont les sollicitations dans le matériau. Et donc, quand on va travailler sur les torseurs de cohésion, on va travailler essentiellement sur le modèle poutre, c'est-à-dire le modèle 1D, le plus simple pour vous et celui qui posera le moins de problèmes à Dayan Sal.